commencer. Donc bienvenue à tous et toutes pour cette journée scientifique qui est consacrée aux sciences humaines et sociales et le photovoltaïque. Donc je me présente d'abord, Jean-Marc Agator, je suis chargé de mission à l'ITESE, c'est l'Institut de technico-économie pour les systèmes énergétiques du CEA. Alors je vais avoir la redoutable charge d'animer cette journée et surtout veiller à ce que l'horaire soit autant que possible respecté, parce que le programme est très chargé. Alors juste avant de passer la parole à Jean-Guy, je vais juste dire que cette journée a été préparée donc par le Club de l'Orne en coopération avec l'IPVF, Institut de photovoltaïque Île-de-France, avec la Maison des sciences de l'Homme Paris-Saclay, donc le département SHS de l'Université Paris-Saclay, mais également l'Institut national d'énergie solaire de Chambéry et l'Alliance Ancre. Voilà. Donc, je vais tout de suite passer la parole à Jean-Guy Devezeau, directeur de l'ITESE. Je précise juste qu'il co-anime, animateur du Club de l'Orne, pardon, et qu'il est co-animateur du groupe programmatique Prospective et économie de l'énergie de l'Alliance Ancre. Voilà, Jean-Guy, à toi. Merci Jean-Marc, bonjour à tous. On est très heureux de vous voir réunis d'origines diverses, puisque c'est un des objectifs que nous poursuivons pour cette journée. Ce que je voulais d'abord faire, c'est remercier beaucoup Jean-Marc Agator pour l'organisation de cette journée, ainsi que Patricia Thibault, que vous avez pu croiser à l'entrée, qui ont été des soutiens de longue date des actions que nous menons sur le plateau, et notamment qui ont beaucoup travaillé pour organiser cette journée. Jean-Marc vous a dit quels sont les organisateurs. Juste un mot peut-être sur le Club de l'Orne, que peut-être certains d'entre vous ne connaissent pas encore. Il s'agit d'une structure qui est informelle et qui existe sur le plateau depuis déjà 6 ans maintenant, qui a pour but de rapprocher, dans le cadre du triangle de la connaissance et des industriels, par exemple EDF ici présent, mais bien sûr il y en a d'autres comme Renault et d'autres, des universités, des membres de l'Université de Paris-Saclay, des écoles comme Centrale Supélec par exemple, et puis bien évidemment des unités de recherche, qu'il s'agisse de l'INRA, du CEA ou d'autres. Donc ce club s'est donné comme mission d'informer et de partager les informations et la construction d'actions sur le plateau de Saclay, notamment dans le domaine de l'énergie. Ce qui le fédère, c'est les actions autour de la transition énergétique. Jean-Marc vous a parlé des autres organisateurs, je n'y reviendrai pas. Ce qui est important pour nous, et c'est pourquoi le Club de l'Orne et l'IPVF, à l'initiative de l'IPVF, ont décidé de monter cette journée, c'est que nous pensons qu'il est indispensable, nous avons une formidable opportunité de développer sur le plateau de Saclay une initiative énergie. Cette initiative énergie, elle existe déjà. Elle est animée par une structure qui est le Conseil scientifique de l'énergie, présidé par François Stougoul, et elle se développe. Et pour ce faire, elle dispose d'un gisement absolument formidable au plan des sciences de l'ingénieur et des sciences, disons, dures. Et elle dispose aussi d'un gisement formidable qui est l'ensemble de tous nos chercheurs, de toutes nos unités. Il y a une quarantaine d'unités en SHS sur le plateau. Et l'objet, une des envies que nous avons, un des buts que nous poursuivons dans le Club de l'Orne, c'est cela, c'est interfacer ces sciences dites dures et ces sciences humaines et sociales. Donc il y a un formidable pari, c'est pas encore fait, ça va encore être long, mais nous y travaillons inlassablement, et vous avez un exemple de ce travail aujourd'hui dans cette journée. L'équation gagnante qui nous permettra de développer vraiment largement cette initiative, c'est vraiment l'addition, la complémentarité, le travail en commun entre les sciences humaines et sociales et les sciences technologiques. Donc l'objet de cette journée, comme d'autres, il y en a une autre, c'est de construire des ponts, de se parler, de se connaître, de prendre conscience que dès aujourd'hui, beaucoup de choses ont été faites. Alors comme nous ne sommes pas sectaires, nous ne regardons évidemment pas que ce qui se fait sur le plateau de Saclay. Nous avons invité des gens de l'extérieur, et il y en a des prestigieux qui vont nous parler de leurs travaux. Et puis ce que nous allons faire lors de nos discussions, lors de la table ronde, c'est réfléchir entre nous aux actions futures, aux formes qu'elles pourraient prendre, bien sûr, et surtout
réfléchir à ce que nous avons envie de faire ensemble pour mieux, comme diraient peut-être les sociologues, saisir les phénomènes, les faits sociaux qui vont déterminer au sein desquels la transition énergétique va se développer. Donc c'est un sujet majeur qui va se construire dans le futur, qui se construit déjà, et nous allons y contribuer. La suite d'actions en cours dont je vous ai parlé, elle est donc la création de cette initiative énergie. Elle est bien évidemment le travail inlassable de la Maison des sciences de l'homme, du département SHS, qui sont, vous l'avez vu, associés à cette journée. Nous aurons leurs 2 directeurs qui participeront. C'est très important. Dans 2 jours, nous allons retravailler. Jean-Marc sera présent à la réunion de la MSH qui va continuer à définir la stratégie de la Maison des sciences de l'homme de notre université. Et dans ce cadre-là, il y a un axe 2 qui est vraiment consacré très largement à ces questions d'énergie et de transition énergétique. Donc, je vous dis sur 4 axes. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important, tel que vu par les sciences humaines et sociales. Voilà. Puis je vous rappelle aussi que l'année dernière, dans cette même salle, nous avons eu une journée qui a réuni aussi pas mal de monde sur les questions d'hydrogène et de sciences humaines et sociales. Voilà, après cette introduction qui est forcément trop longue, je repasse la parole à Jean-Marc et nous débutons cette journée. Merci à tous. Merci Jean-Marc. Alors on va entrer en matière de façon assez progressive, peut-être assez factuelle, avec une toute première intervention, celle de Daniel Linco, sur le thème « Qu'est-ce que le solaire photovoltaïque ?» Alors Daniel Linco est directeur scientifique de l'IPVF, c'est aussi directeur de recherche de classe exceptionnelle du CNRS, et merci beaucoup à lui d'intervenir donc pour cette entrée en matière. Daniel. Merci Jean-Marc, merci Jean-Guy. Je suis très très content de cette démarche qu'on a initiée il y a maintenant presque 2 ans, les premières rencontres, et qu'elle débouche sur un symposium commun. Je trouve que c'est exactement de ce qui a été indiqué, l'importance de mêler les communautés et de travailler ensemble. Donc je vais essayer de m'adresser à vous en tant au niveau des aspects je dirais, scientifiques, technologiques dans le domaine du photovoltaïque, et de faire un rappel un peu sur ce qui nous motive et ce qui nous permet aussi qui nous permet de nous rejoindre également sur ces problématiques. Donc qu'est-ce que le solaire photovoltaïque? C'est une grande question. Alors tout d'abord, ce plateau de Saclay et l'environnement qui est en train de se constituer est un environnement à tout point de vue exceptionnel. Quand on regarde l'IPVF aujourd'hui, si vous allez un petit peu plus loin, il y a un bâtiment qui est en train de se construire de 8000 m² qui va réunir donc environ 200 chercheurs. Et donc il y a tout un environnement d'université, social, dans tous les niveaux. Alors, ce qui est important, c'est que dans le domaine de l'énergie, comme dans tout autre domaine, il faut analyser de façon très rationnelle la ressource. Quelle est la ressource? Quel est le potentiel? Et dans le cas de l'énergie solaire, la ressource qui nous intéresse, c'est le rayonnement solaire qui nous arrive sous forme d'énergie. Et ce rayonnement sous forme d'énergie, eh bien, finalement, c'est la lumière solaire. Et la lumière solaire, c'est de la lumière, beaucoup de lumière visible, donc c'est ce qui arrive du soleil ici. Et puis on voit qu'à chaque longueur d'onde, il y a un certain nombre de photons qui arrivent par mètre carré et par seconde. Donc en fait, on a une sorte de flux d'énergie permanent qui arrive à la surface de la Terre. Et ça, c'est parfaitement quantifié. C'est 1350 watts ou 60 watts à l'extérieur. Et quand on arrive au niveau de la Terre, eh bien effectivement, on va avoir une décroissance due à la réflexion et puis des bandes d'absorption, dont certaines sont malheureusement à l'origine du changement climatique. Il y a des bandes d'absorption qui sont dues à l'eau, qui sont dues au CO2, etc. Puis finalement, le maximum de cette énergie, c'est un peu proche de l'œil. C'est autour de 0,5 microns dans le verre jaune ici. Donc voilà la situation. On a exactement, de façon très bien référencée, la quantité d'énergie. Et une fois qu'on a ça, tout est dit. Une fois qu'on a ça, on sait que par exemple, au niveau du sol, quand on est pratiquement à la verticale, vous voyez, quand il fait très beau et que vous mettez perpendiculaire au soleil, vous avez l'équivalent de 1000 watts par mètre carré qui arrive d'énergie solaire.
Et ce qui donne, pour prendre une grandeur en termes de gigawatts, qui est plus liée à l'énergie, ça donne environ 1 gigawatt de ressources par kilomètre carré. Chaque kilomètre carré au-dessus de nous, quand il y a du soleil, bien évidemment, quand il fait nuit, il n'y a pas de lumière, donne correspond à une puissance d'1 gigawatt. Alors la ressource solaire, une fois qu'elle arrive sur Terre, eh bien, elle va se distribuer en fonction finalement de la latitude, de certains endroits. Effectivement, il y a les nuages, il y a le climat, il y a tout ça. Et c'est encore quelque chose qui est parfaitement quantifié aussi bien au niveau de la Terre, des océans. Et ce qui nous caractérise, cette énergie, c'est qu'elle est très abondante. Et 1 mètre carré reçoit, par exemple sur la région parisienne, entre 0,8 et 3 mégawattheures par an. Donc en fait, on est dans une situation dans laquelle on a une ressource énergétique très importante, et si on prend la puissance de l'activité humaine, c'est des terawatts, cette puissance de l'activité humaine est 17 terawatts. Et quand on regarde ce qui arrive à l'extérieur de l'atmosphère, c'est 173 000 terawatts. Si on prend la réflexion et les pertes, c'est environ 100 000 terawatts qui vont arriver au niveau de la Terre. Donc on est dans des conditions énergétiques très très abondantes. Et on regarde ce que devient cette énergie, et bien finalement elle est distribuée, une grande partie de cette énergie repart de façon mécanique, mais il y a un aspect qu'on va reprendre, c'est la photosynthèse qui fait environ 40 terawatts. Alors, point important, nous vivons déjà de la conversion photovoltaïque, c'est pas tellement connu, mais finalement, qu'est-ce que c'est que la conversion photovoltaïque? C'est transformer cette énergie solaire en énergie électrique. C'est à la base, une cellule solaire, elle va donner de l'énergie électrique, donc elle doit donner une tension multipliée par un courant. Donc le fameux P égale UI qu'on apprend. Et bien quand on regarde la photosynthèse, c'est en fait l'équation globale, c'est transformer du CO2 avec de l'eau en sucre et en oxygène. Et bien quand on regarde l'effet de la chlorophylle, et bien une petite molécule de chlorophylle, c'est en fait une microcellule solaire, je dirais presque moléculaire. C'est-à-dire qu'en fait les photons vont arriver, ils arrivent et ils vont exciter des électrons de la chlorophylle qui vont passer à un niveau d'énergie plus élevé. Quand c'est plus élevé, eh bien pour un électron, c'est que le potentiel est plus négatif. Et une fois qu'il est plus négatif, il fait de l'électrolyse. Il fait de la matière cette fois-ci, et on résulte avec des chaînes très intéressantes, c'est un domaine extraordinaire, on résulte à tout le cycle de la vie, de la croissance, de la création de la biomasse. Donc en fait, on est environné déjà de photovoltaïque couplé à de la chimie, couplé à du stockage d'une certaine mesure également. Alors comment on a fait en fait pendant longtemps? L'homme n'a pas eu de ressources autres que finalement d'utiliser ce qui revenait de la photosynthèse. Et là, c'est un exemple qui montre qu'est-ce qui se passe en général quand vous envoyez de la lumière sur un objet. En fait, l'objet chauffe. Tout simplement parce que les électrons sont effectivement excités, mais pour rendre leur énergie, ils la rendent en chauffant. Donc finalement, toute chose qu'on expose au soleil, sauf quand c'est de la photosynthèse, ça va chauffer, ça va s'évaporer, donc on retrouve tous ces cycles. Et finalement, ils retombent tellement vite qu'il est très difficile de faire quelque chose. Sauf si on arrive à trouver des matériaux, et la chlorophylle en était un, qui font que lorsque l'électron est excité, il redescend beaucoup plus lentement, il a du mal à redescendre. Et s'il a du mal à redescendre, ça veut dire que si on vient le brancher sur quelque chose, on va pouvoir l'extraire avant qu'il ait le temps de descendre, donc il va garder son potentiel. Et bien voilà tout l'objet du photovoltaïque. L'objet du photovoltaïque, c'est de récupérer les électrons et les trous, puisque quand il est parti, l'électron et le trou est derrière, de les récupérer dans un circuit extérieur. Et le tour est joué. Alors la nature l'a fait grâce à des molécules qui sont la chlorophylle, mais pour l'homme, il a fallu attendre l'avènement des semi-conducteurs. Et quand on a l'événement des semi-conducteurs, c'est en particulier des cellules au silicium, qui est vraiment l'objectif, enfin ce que le XXe siècle a été basé sur l'électronique basée sur le silicium, et le silicium à la base, c'est une extraordinaire cellule solaire. Quand on fait une jonction au silicium, quand on l'éclaire, eh bien spontanément, les électrons vont venir dessus et vont pouvoir être collectés, et les trous vont aller de l'autre côté. Et finalement, on est dans une situation où on a pu créer, grâce à la purification de ces matériaux, des objets dans lesquels on peut extraire les électrons et les trous avant ce qu'on appelle se recombinent, et ça a donné des cellules solaires. Voici une caractéristique
courant de tension d'une cellule solaire, en fait c'est une diode tout simplement. Quand on l'éclaire, elle fait apparaître un point de fonctionnement où elle est capable de transformer l'énergie de photons en électricité. Et voilà ce qu'on appelle une réponse spectrale, c'est-à-dire que finalement chaque photon va donner un électron dans le circuit extérieur jusqu'au moment où il va traverser, puisque quand il a une énergie trop basse, il traverse et il ne donne plus rien. Donc voilà la base de tout. Et finalement, il a fallu plus de 2 siècles en fait pour voir cet effet devenir non seulement une réalité, mais devenir une réalité au niveau industriel et au niveau énergétique. Alors, le découvreur, c'est Edmond Becquerel, c'est le fils d'Antoine Becquerel qui a découvert à l'époque de Volta, vous savez, de la pile, que quand on éclairait des électrodes, eh bien, on avait un saut galvanique. Et donc, il est à l'origine, alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'Edmond Becquerel, c'est le père de Henri. Donc, en fait, c'est 2 grands énergéticiens, mais avant de passer de l'effet à l'utilisation de l'effet à sa compréhension, il a fallu plus d'1 siècle. Et pendant ce siècle, on a découvert l'effet des photoélectriques, Einstein, etc. Et là, quand le silicium est venu, d'un seul coup, vous voyez le rendement des cellules, il est passé pratiquement 0, il est passé en quelques années autour de 14-15%. Et ça a correspondu à un effort énorme qui a été fait pour la conquête spatiale. Parce qu'on a su envoyer des satellites, bien sûr, on a su comprendre comment s'échapper, mais une fois que le satellite y partait, il pouvait tourner pendant 3 mois, 4 mois, sans rien envoyer, puisqu'on n'avait pas de source d'énergie. Donc le solaire, finalement, il a pour origine une application de niche extrêmement importante. Il n'y aurait pas eu de conquête spatiale s'il n'y avait pas eu de photovoltaïque. Regardez ces petites cellules au silicium sur le satellite Vanguard. J'ai pris la station spatiale, et puis pour faire un peu une plaisanterie, je dirais que le photovoltaïque s'est même posé sur une comète. On dit souvent qu'on tire des plans sur la comète, et bien cette énergie s'est posée, regardez, c'est Phébus, non pas Phébus, Rosetta. Et donc je reviens à cette fameuse courbe, pour vous montrer comment la technologie et la science se mélangent pour faire progresser. Vous voyez, c'est monté d'un seul coup parce qu'on a trouvé un bon système. Il y a eu des efforts énormes qui ont été faits, et regardez, ça se stabilise. Puis d'un seul coup, pouf, ça remonte. Ça se stabilise, ça remonte, ça se stabilise, ça remonte, ça se stabilise. Ça montre une chose très importante, c'est que la progression scientifique dans le domaine se fait par à la fois des ruptures, des découvertes, qui font que ça remonte, quelqu'un trouve quelque chose d'autre, et puis après on consolide la technologie, et ça on a un effet d'asymptote, jusqu'à temps que quelqu'un trouve quelque chose d'autre. Très tôt, il y a eu des applications, et ce qui me semble important de dire, c'est regarder ces cellules records et regarder les modules. L'industrie derrière va suivre avec 10 points de différence. Et on est dans le dialogue entre l'industrie et la recherche fondamentale qui font que finalement ces cellules vont donner après des modules qui vont atténuer les effets de rupture, qui vont s'intégrer progressivement. Et aujourd'hui, le rendement record d'une cellule silicium, c'est 26,6%, et puis les modules de Monsieur Tout-le-Monde ou de Madame Tout-le-Monde sont à 16-17%. Donc vous voyez, à peu près c'est 10%. Et les meilleurs modules au monde aujourd'hui, ceux qu'on peut extraire des meilleures cellules, sont autour de 24-25%. Donc vous voyez tout ce dialogue entre recherche, implication et le passage à l'industrie, ce qu'il veut dire. Parce que, et je trouve très intéressant le fait de ne plus avoir ces marges. Voilà, je vais peut-être accélérer. Donc pour vous montrer l'évolution des technologies, vous voyez, ça c'est des cellules silicium telles que vous en voyez aujourd'hui, parce que cette structure c'est celle qui est la moins chère aujourd'hui, où on voit des collectes des grilles, vous savez, sur la surface, et voilà les cellules records aujourd'hui, autour de 25% de rendement, qui sont ce qu'on appelle des cellules à hétérojonction. Vous voyez qu'il n'y a plus du tout de grille en surface, ce qui permet à toute la lumière d'être collectée, et grâce au progrès des matériaux, on arrive à faire ce qu'on appelle une structure digitée en arrière. Et ça, l'étude de courbe montre vraiment cet aspect technologique. Voilà, bon, très rapidement, un transfert rapide à l'industrie. Vous voyez ici des modules à 24% de rendement qui viennent de cellules qui font simplement 25%. L'envolée industrielle du photovoltaïque est considérable, c'est-à-dire qu'en fait, en quelques années, vous voyez, cette fameuse décade, entre 2004 et 2015, eh bien, aujourd'hui, on a pratiquement 300 gigawatts de photovoltaïque qui sont installés, et l'AIE prévoit 4,5 terawatts, 16% de l'électricité mondiale, et de mon point de vue, et là je m'engage
personnellement, je pense qu'on sera bien au-delà si les espoirs qu'on nourrit sur la technologie de son développement et les aspects aussi intégration au niveau de la société, parce que c'est important, sont bien acceptés. Voilà, et puis pour montrer cet changement de paradigme, en quelques années, vous avez des pays maintenant entiers, la Grèce, la France est à 1,5%, un peu plus même de photovoltaïque dans son énergie électrique. Et là, on ne parle pas de capacité, on parle de production d'énergie. Vous voyez que l'Italie est à 8% aujourd'hui de son électricité. Qui l'a vu? Comment ça s'est fait? Ça s'est fait en quelques années. Et ça, c'est un point essentiel à voir, c'est cette vitesse d'intégration de cette nouvelle source d'énergie dans le mix énergétique. Voilà, je vais vous donner juste un autre exemple de technologie. Il y a des technologies qui sont sur des couches minces, là c'est ce que on travaille également, je travaille personnellement beaucoup sur ce domaine, et là la différence, vous voyez, je vous remonte une courbe de croissance qui ressemble tout à fait à la courbe de silicium, que je vous ai montré, les sauts. Vous voyez, à chaque fois qu'il y a une flèche, il y a un saut. Et on arrive aujourd'hui à 22,6% sur des couches qui sont de quelques microns d'épaisseur déposées sur du verre. Alors vous avez l'habitude de ces structures, si vous avez les calculettes, et bien les calculettes, c'est des cellules en couche mince au silicium amorphe, qui sont utilisées maintenant depuis une vingtaine d'années ou une trentaine d'années. Et vous voyez, c'est des 3 couches qui sont déposées l'une sur l'autre. Elles font des tailles micrométriques par rapport au silicium qui était à 200 microns, et en 80, avec des structures simples, c'était 8% de rendement. Et si on est aujourd'hui, on regarde aujourd'hui, la technologie a évolué énormément, il y a eu des progrès scientifiques, on a rajouté du gallium, on a changé les compositions, on a remplacé une couche qui absorbait beaucoup la lumière devant avec ce qu'on appelle un oxyde transparent conducteur, et ça donne 22,6% de rendement. Donc c'est pour vous montrer un peu l'évolution des technologies. Juste un exemple de développement nouveau qui sont en train de se faire, c'est sur plastique. On parle beaucoup d'électronique, plastique, etc. Bien aujourd'hui, se développe beaucoup le photovoltaïque, non plus sur des supports rigides, durs et lourds comme le verre, mais carrément sur du plastique, de la feuille. Et pour vous montrer, bon, ça c'est une machine qui permet de déposer des couches minces. Et puis aujourd'hui, on dépose des couches sur du Kapton, du polyimide, à pratiquement 18-19% de rendement. Et là, on peut imaginer le marché qui va se développer. Si demain, on fait du photovoltaïque sur des rouleaux, comme on fait, on imprime un journal. Parce que finalement, quand on regarde le programme de la journée aujourd'hui, les couches minces qui sont déposées, si elles produisent de l'énergie, ça peut être... Voilà, c'est en fait un élément qui va... Alors, il y a des difficultés techniques, il y a des enjeux, mais voyez un peu le type de développement qui peuvent se faire si on arrive à stabiliser ces technologies, les rendre peu coûteuses, etc. Voilà, donc ça c'est pour vous montrer vraiment cette compétition dans le domaine du photovoltaïque, il y a un foisonnement des technologies, on est vraiment dans, j'appelle ça la courbe des Jeux Olympiques, en fait il y a le tir à l'arc, etc. Donc on voit des technologies qui sont établies, et des technologies émergentes, des technologies couches minces, et tout ça c'est référencé chaque mois, vous pouvez suivre toutes les technologies, ici il y a le silicium, ici il y a des technologies émergentes. Alors je vais passer juste pour la question fondamentale que vous devez tous vous poser, ou qu'on se pose tous, c'est quel est le rendement? Vous avez vu toutes ces courbes monter, une première chose c'est de dire jusqu'où peut-on aller. Bien quand on regarde, il faut que je fasse attention au temps également. Ok, donc en fait, quand on regarde le rendement, on se rend compte que finalement, ce système de cellules solaires classiques, eh bien, c'est du photocourant et de la tension, eh bien, et les deux vont dans le sens décroissant en fonction de cette épaisseur, cette hauteur ici. On se rend compte que la tension, elle augmente quand on augmente ce qu'on appelle la bande interdite, et elle diminue lorsque celle-ci diminue, tandis que le photocourant, le nombre de photons qui donnent des électrons augmente, et là, on a une limite qui est ce qu'on appelle la limite de Shockley-Queisser, à 30%. C'est-à-dire que ces cellules-là, elles iront autour de 30% de rendement. Et puis finalement, c'est un peu ce qu'on voit. On voit que toutes ces monojonctions vont à 30% de rendement. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Bien en fait, finalement, quand on regarde tout ce qu'on peut faire, on s'aperçoit qu'il y a plein de photons qui sont perdus parce qu'ils traversent, et d'autres qui sont perdus parce qu'ils ont trop d'énergie, qu'ils laissent et qui donnent de la chaleur. Donc en fait, la limite théorique d'une cellule solaire photovoltaïque, ça ne va peut-être pas mes enfants ou petits-enfants, mais c'est pratiquement 85%. Parce que thermodynamiquement, le soleil est à 6000 degrés et les cellules, c'est 70 degrés quand elles fonctionnent. Donc Carnot nous a dit, voilà, il y a un rendement de Carnot et c'est des rendements très élevés. Donc il y a aujourd'hui dans tous les laboratoires énormément de travail. Comment peut-on monter le rendement? Une façon très simple, c'est de jouer les filets à papillons.
C'est-à-dire qu'on va empiler des jonctions l'une sur l'autre. On va prendre une jonction qui va très bien faire le bleu, une jonction qui va très bien faire le visible, et une jonction qui va très bien faire l'infrarouge. Et grâce à ça, on s'aperçoit que le rendement théorique qui passe de 33 à 45 à 50. Donc il y a une voie aujourd'hui qui est d'aller vers les rendements les plus élevés. Alors on arrivera bien sûr, il faudra peut-être du temps pour arriver à 50%, mais c'est la feuille de route un peu technologique du domaine. Voilà, la voie des multijonctions, c'est celle dont j'ai parlé, qui est aujourd'hui, il y a un rendement qui a été obtenu ici par Fraunhofer, ISE, Soitec. Le rendement est déjà sur, alors c'est des cellules de labo extrêmement chères, pour 4 jonctions à 46%. Donc on voit qu'il y a de la marge pour progresser. Voilà, donc tous ces travaux, tous ces différents types de cellules se mélangent aujourd'hui. Hein. Ce qui est très important, c'est qu'on sort du silo, ce qu'on veut faire avec réunir des économistes et des gens du photovoltaïque, des gens des SHS, il faut le faire déjà entre nous. C'est-à-dire que les gens qui travaillent dans le silicium, qui travaillent avec d'autres technologies que le silicium. Vous voyez ce que je veux dire? Mélanger les choses ensemble. Et ça existe aussi, même au niveau d'un domaine, le photovoltaïque, il y a plein de différences. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut aller vers de la convergence. Convergence entre les différentes technologies, les différents chercheurs. Alors, je voudrais simplement terminer en vous montrant les projections actuelles. On est ici encore, vous voyez? On est en 2015, ça c'est fait par les feuilles de route, des roadmaps, comme on dit. Eh bien, on se rend compte qu'on est encore au début de l'aventure. On est au début, même si les croissances sont importantes. Aujourd'hui, le potentiel de croissance sur le siècle qui vient et la prochaine décade, c'est d'aller vers les terawatts, vers plus que le terawatt. Et ça, les enjeux sont extrêmement importants. Et juste pour terminer, je voudrais juste dire un mot sur photovoltaïque et société. Et photovoltaïque et société, c'est que l'impact de ce domaine sera de plus en plus important et visible dans l'évolution de la société et de son rapport à l'énergie. Et vous voyez par exemple un exemple vu de satellite, une grande centrale qui se fait dans le désert de Chine, qui fait 851 gigawatts. Donc il existe du photovoltaïque à très grande distance, et puis il existe aussi du photovoltaïque à l'échelle de la personne. Et c'est une des forces de ce domaine, c'est que vous avez par exemple des initiatives comme une Sud Paris Soleil, qui sont des centrales villageoises quelque part, où c'est sur des maisons. Vous avez aussi des agriculteurs qui s'organisent pour mettre de l'agriculture, du photovoltaïque dans l'agriculture. Et là, il y a des enjeux à la fois de technique, de science, des enjeux de société qui sont présents. Et voilà ce que les autres choses, c'est la multiplication d'innovation. Il y a la fleur solaire EDF qui est juste à côté. Et puis, il y a aussi du photovoltaïque dans le bâtiment. On commence à avoir des panneaux blancs, des panneaux, regardez, qui intéressent les architectes. Et puis, il y a même des gens qui travaillent avec du photovoltaïque qui n'utilisent que les longueurs d'onde qu'on ne voit pas. Donc, on a l'impression que c'est transparent. Donc, voilà tout un cas de... Il y a vraiment énormément de photovoltaïque. Et ici, avec le couplage, par exemple, des feuilles solaires, qui vont directionner de l'hydrogène. Merci beaucoup pour votre attention. On peut vraiment remercier Daniel pour avoir fait une entrée en matière vraiment extraordinaire, en un temps record, et surtout pour avoir introduit le sujet du jour avec un tel développement, capacité de développement de marché et d'installation de modules. On arrive vraiment au cœur du sujet. Est-ce qu'il y a des questions pour Daniel Lincou? Non. Bon, apparemment, tout a été bien perçu.